Épisode 403, enregistré le 25 mai 2023, avec deux camarades de jeu, un Sébastien, l'un des Sébastiens, bonsoir, salut bonjour. Sébastien, et le seul Benoît de l'équipe, salut Benoît. Bonsoir. Ou bonjour, parce qu'on ne sait pas quand on nous écoute. Ça peut être oui, c'est vrai. Ou bah bonjour, oui, c'est ça. tu as raison. Voilà, nous, on enregistre le soir, en général. Ou bonne nuit, ou bonne nuit, ou bonne nuit, bonne nuit. Nous, on enregistre le soir, pour tout vous dire, comme d'habitude, le jeudi soir. Les habitués le savent bien maintenant. On enregistre ça vers 20h30, quelque chose comme ça. Donc, dans la foulée, on le met à disposition. Souvent avant minuit en podcast audio, un peu plus tard en podcast vidéo, et comme ça vous avez tout le temps, le vendredi, le samedi, le dimanche, le week-end, toute la semaine, pour écouter un épisode et un bonus qui arrive un petit peu plus tard. Il faut pouvoir ménager ses effets, comme on dit, et donc le bonus, lui, il arrive quelques jours après l'épisode. Voilà, si vous n'étiez pas habitué aux technos, ça se passe comme ça. Ce qui se passe comme ça aussi, c'est une revue de presse, les technos, une presse lue et vue par mes petits camarades, c'est-à-dire qu'ils sont libres de la sélection qu'ils font dans les news de la semaine, et nous orchestrons tout ça dans un abécédaire, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de trouver un fil conducteur entre tous ces sujets qui partent des fois un peu tous dans tous les sens, et des fois sont tous centrés sur les mêmes choses, comme on peut le remarquer ces derniers temps. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, et je pense que cet épisode ne va pas déroger à la règle. Et d'ailleurs, si vous le voulez bien, on va commencer avec le premier sujet, et la lettre F. F comme Firefly, Benoît, Photoshop qui intègre l'intelligence artificielle générative Firefly dans la version bêta, disponible d'ailleurs dès maintenant. Voilà, c'est bien Marc, tu as fait toute la news. Donc non, en fait, effectivement, il y a 2 mois, et c'est la rapidité que je trouve intéressante, il y a 2 mois, Adobe nous présentait Firefly, donc son intelligence générative, à l'époque en projet, et 2 mois plus tard, le projet est intégré en bêta dans Photoshop, avec l'objectif de le sortir à la fin de l'année, donc ça va quand même assez vite. C'est une intelligence évidemment qui génère des photos, ou plutôt pas des photos à partir de rien, mais des compléments sur une photo. Donc l'idée, ça va être de pouvoir par exemple recadrer, et puis lui dire tiens, là il manque un petit bout après mon recadrage, complète, ou ça va être de sélectionner un petit morceau d'image et puis dire tiens, tu vois, remplace-moi ce poteau qui est assez disgracieux par je sais pas moi, la basilique Notre-Dame, ou peu importe, enfin bref, et il va générer l'image correspondante. Alors pourquoi c'est particulier, c'est que Adobe a été attentif à plusieurs choses. La première chose auquel ils ont été attentifs, c'est dire on ne veut pas d'un modèle qui met nos clients en risque sur le plan juridique. Parce qu'on sait que les modèles ont généralement été entraînés avec des photos, ce qui crée des photos qui ont été récupérées sur Internet, des images qui ont été récupérées sur Internet, ce qui crée une espèce de malaise pour les créateurs qui disent oui, mais vous avez pris mes images sans me demander le droit, vous n'avez pas le droit de les prendre, et puis derrière vous en faites un truc qui va me mettre au chômage. Donc on attend un petit peu le premier procès quand il y aura une agence qui va faire une grosse campagne de pub avec une image totalement ou partiellement générée, et parce que quand on dit dans le style 2, faut pas rêver, hein, c'est parce qu'on lui a montré des images de c'est comme ça qu'il arrive à faire dans le style 2. Donc la personne lésée qui va tenter un procès pour dire voilà, le modèle était enregistré plutôt entraîné sans mon accord avec mes images, et donc je veux des droits d'auteur, etc. Donc Adobe était très attentif à ça et assure n'avoir entraîné son modèle qu'avec des images sur lesquelles ils ont le droit. On sait qu'Adobe a une banque d'images, ils sont aussi apparemment fournis dans d'autres banques d'images. Ça donne d'ailleurs les images générées en ce côté très banque d'images, je trouve. Le côté c'est pas un hasard sans doute. La deuxième chose, c'est que l'objectif, c'est de compléter le travail de la personne qui travaille dans Photoshop. Donc ça veut dire que la génération se fait sur un calque séparé. Donc on va pouvoir l'activer, le désactiver, comme on ferait si on travaillait soi-même. Donc c'est pas voilà, je génère une image, boum, mais c'est vraiment effectivement comme toi tu travaillerais. Et la troisième chose, c'est le fait d'avoir intégré une solution, ou de commencer à intégrer une solution pour l'identification du fait que l'image a été retraitée par une intelligence artificielle. Il y a une certaine crainte
sur le fait qu'avec les deepfakes notamment, on se retrouve avec des images qui ne sont pas fiables, et donc Adobe et d'autres acteurs, Nvidia et d'autres acteurs de l'intelligence artificielle travaillent à une espèce de norme qui permettrait d'identifier le fait que voilà, cette photo-là, en fait non, le Taj Mahal n'a pas bougé au milieu de New York, c'est une image générée par une intelligence artificielle. Et ça, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne idée, mais j'ai quand même mes doutes parce que c'est absolument pas la première fois qu'Adobe essaye de, comme ça, mettre en place des solutions pour essayer de reconnaître le fait que les images ont été manipulées, etc., l'origine des images et tout ça, et malheureusement, à chaque fois, c'est perçu comme étant trop complexe par les utilisateurs, et donc en final, c'est pas utilisé. L'initiative est sympa, mais j'ai quand même mes doutes sur le fait que ça va vraiment se faire, quoi. Enfin, c'est le dernier aspect plutôt, va vraiment se faire. C'est clair que l'intégration de Firefly, elle va se faire, mais je parle du dernier aspect qui est l'identification du fait que les images sont générées par une intelligence artificielle. Voilà. Voilà, c'est bien complet. Je sais pas si Sébastien a un truc à rajouter par contre par rapport à cette news spécifique. Oui, deux choses. D'abord, cette espèce de mandat qu'ont toutes les sociétés technologiques d'inclure pas de l'intelligence artificielle, mais du generative AI, donc de l'intelligence artificielle qui produit des choses dans leurs produits, et ça se décline partout, et on en reparlera encore plus tard dans cet épisode. Bien sûr. C'est incroyable. Et puis je pensais à une intelligence non artificielle, une vraie intelligence humaine qui fait ça depuis très longtemps sur Twitter, un monsieur qui s'appelle James Friedman, qui retouche des photos. On lui envoie sa photo en lui demandant une retouche, et il détourne la retouche de façon inattendue. Je prends un exemple là parce que j'ai été chercher pendant, je me souvenais plus du nom du monsieur. Il y a une nana qui fait une photo d'elle devant la Tour Eiffel, et il y a un poteau, et il lui demande est-ce que tu peux enlever ce truc métallique derrière moi, et le monsieur enlève la Tour Eiffel, évidemment, pas le poteau. Voilà, ça c'est le genre de retouche, et il y en a plein comme ça sur son compte Twitter. Cherchez sur FJamie013, James Friedman sur Twitter. Benoît, oui. Oui, il est hilarant, effectivement, le Freeman. Tant qu'on est sur la génération d'images comme ça, j'ai aussi une toute petite news que j'ai vue passer, qui est sortie sur Petapixel. C'est un photographe à qui on a demandé, un promoteur immobilier, lui a dit, est-ce que tu pourrais venir faire des photos de mon complexe immobilier? Et une heure après, le photographe envoyait des photos créées avec une intelligence artificielle, au lieu d'aller faire les photos sur place. Alors, pour la petite histoire, il est en finale à aller faire les photos, il se connaissait, etc. Mais la démarche derrière est intéressante parce que la réflexion du photographe, c'est de se dire, mais en finale, mon métier va être amené à changer, autant que je l'accompagne, autant que je me prépare. Et il est clair qu'aujourd'hui, et ça va être un vrai challenge d'interface et d'expérience utilisateur. Aujourd'hui, je pense que le promoteur aurait tapé dans Wall-E, par exemple, génère-moi les photos, ça n'aurait pas été le même résultat que la personne qui avait déjà pris le temps de s'entraîner sur le modèle. Donc peut-être qu'il y aura un travail qui consistera à plus aller faire les photos, comme dans tout, et c'est vrai, tu en parlais par rapport au droit des images. Est-ce que c'est inspiré, ou où est la limite entre le plagiat et l'inspiration quand on parle d'intelligence artificielle dans ce cadre-là? Ça, c'est un premier élément. Et alors aussi le détournement d'images. Ça, on en a déjà parlé, des deepfakes, etc. Mais tu parlais ici dans l'immobilier. Je me suis laissé dire. Alors c'est que quand on vous meuble un appartement pour vous le proposer, parce que il faut que le client se projette, comme on dit, donc on va meubler, que on va mettre un lit qui fait pas tout à fait au niveau des proportions, par exemple 160 sur 2 mètres, sur 200, on va le mettre un petit peu 80%, ça fait une pièce plus grande. On met des meubles plus petits pour faire des pièces plus grandes. Ça se faisait déjà aussi avec des boîtes en carton, hein. On mettait des boîtes en carton pour simuler tantôt les meubles, le canapé, machin, etc. Et on faisait des meubles particulièrement petits, des trucs vraiment pour des personnes de petite taille, pour donner l'impression que la pièce est plus grande, plus volume. Il se trouve visiter. C'est mon conseil du jour, c'est visiter avec un mètre ruban ou avec un instrument pour mesurer la taille réelle des pièces, parce que voilà, je trouve ça contre-productif de tricher, parce que de toute façon à un moment donné vous allez visiter, et que si vous n'êtes pas content, vous partirez, vous direz cet agent immobilier il a essayé de m'avoir, et on ne fera plus attention à lui. Voilà, ça c'est un autre détail. Tout ça pour dire que je digresse évidemment, mais qu'il y a à boire et à manger. On l'a souvent dit quand on parlait d'intelligence artificielle, et on n'a pas fini de le dire. Tiens, allez, par exemple, I comme I. Tiens donc.
Parce qu'il fallait quand même le mettre. Tu vois, c'est à un moment donné, on cherche des mots, on tourne autour du pot. Nous, là, on y va franco, Sébastien. On parle d'intelligence artificielle qui pourrait signer la fin de notre civilisation. C'est chouette. On va se dépêcher de terminer l'épisode alors. Ouais, ça c'est le titre un peu clickbait. Oui. Mais c'est une keynote qu'a donnée Yuval Noah Harari dans une conférence qui s'appelle Frontiers Forum il y a 10 jours. Cette conférence est disponible en ligne sur YouTube et je vous ai mis les liens dans les notes du podcast, donc vous scrollez un peu et si vous parlez anglais, en tout cas si vous comprenez l'anglais, vous pouvez voir la conférence en vrai. Il a également résumé sa pensée de cette keynote dans un article qui est paru dans le journal très sérieux The Economist et qui est gratuit, il suffit de s'inscrire, il suffit de donner son adresse email, on peut accéder à cet article qui est pas très long. Alors qui est Yuval Noah Harari? Vous le connaissez probablement parce qu'il a fait 2 best-sellers, dont un qui s'appelle Sapiens, l'histoire de l'humanité, qui était vendu à des millions d'exemplaires dans plein de langues différentes, un bouquin qui raconte un peu l'origine de l'humanité telle qu'on la connaît. Sous son prisme à lui, le monsieur est clairement athée, il s'en cache pas, et sa théorie, c'est de dire que qu'est-ce qui définit une culture? Qu'est-ce qui définit l'histoire d'une culture? Finalement, c'est un ensemble de valeurs communes qu'on a. Et ces valeurs communes, souvent sont véhiculées par des histoires qu'on véhicule oralement d'abord, et puis par écrit, et des croyances communes. Par exemple, il dit un État, une nation, c'est jamais qu'une idée, un concept qu'on échange grâce à la parole, grâce à des écrits, des lois, des constitutions, l'histoire d'un pays avec les grandes batailles, etc. Des symboles, un drapeau par exemple, qui font que l'ensemble des gens se retrouvent derrière un concept commun. Même chose avec la monnaie, un billet de banque, ça représente rien en soi, ce n'est qu'une feuille de papier, mais il y a cette croyance que en échange de ce billet de banque, on peut obtenir des choses et ça marche plutôt pas mal. Mais c'est un concept, je veux dire, c'est une création culturelle humaine. Et le monsieur étant athée, il applique la même chose évidemment aux religions. Si vous êtes profondément croyant, vous n'allez pas être d'accord avec moi, enfin avec lui, mais je ne fais que répéter ce qu'il dit. Oui. Les religions ne sont qu'un ensemble d'histoires, de valeurs communes pour un groupe de gens qui décident d'adhérer à ces valeurs-là, créées à partir d'histoires qu'on se raconte oralement d'abord et puis par écrit. D'accord ? Des conventions, quoi, en gros. Des conventions, exactement. Et c'est ça qui définit une civilisation, c'est une histoire des civilisations. Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est avec la qualité des large language models, donc les modèles génératifs, justement, qui sont capables de raconter des histoires, on va arriver très rapidement à des systèmes informatiques, donc techniques, qui sont capables de raconter des histoires probablement mieux que les hommes. Je dis les hommes, l'être humain évidemment, les hommes ou les femmes. Et donc on pourrait très bien imaginer un monde futur où certaines croyances collectives, certaines cultures sont en fait générées automatiquement par des applications, par de l'intelligence artificielle. J'ai pas envie de reprendre ce terme-là parce qu'il est un peu bateau, etc. Oui. Mais par des systèmes informatiques. Et on pourrait imaginer avoir une religion générée de toutes pièces, entretenue, maintenue avec des messages sur des réseaux sociaux, etc. par des intelligences artificielles, ce qui sous-entend la fin de l'humanité dans son sens à lui, pas la fin du monde, c'est pas de ça qu'on parle, mais de la fin de l'humanité dans la partie humaine de l'humanité, c'est-à-dire de l'humanité générée par des êtres humains. Ça serait plutôt des machines qui pourraient devenir meilleures que nous pour raconter des histoires, et on n'en est pas très loin. Une sorte de matrice ? Il y a eu des films de science-fiction qui s'approchent de ce genre de choses-là, où l'homme n'est plus nécessairement au centre de l'évolution de la culture, quelle que soit la définition qu'on donne à la culture. Il donne d'autres exemples qui sont déjà possibles maintenant, où certaines personnes inondent des réseaux sociaux avec des messages générés automatiquement pour nous influencer, par exemple pour des élections, et on peut essayer de parler, d'échanger des messages sur Facebook ou sur Twitter avec ces robots qui génèrent des messages, mais on leur fera jamais changer d'avis. En revanche, eux nous connaissent de mieux en mieux, ils sont de mieux en mieux outillés pour faire des phrases qui ressemblent à des phrases humaines, ils nous connaissent de mieux en mieux, donc ils peuvent rentrer dans ce qu'il a dit en anglais, l'intimacy, la sphère privée,
être familier avec nous, être sympa avec nous pour nous faire changer d'avis à nous, ce qui est bien le but de leur créateur, ce qui changerait complètement la donne, et on n'en est pas très loin non plus pour des élections. Regardez ce qui s'est passé avec Trump, avec le Brexit et d'autres. Voilà. Donc c'est un article passionnant qui fait réfléchir. Je ne dis pas que ça va arriver, je ne dis pas que je suis d'accord avec tout, mais voilà, c'est un monsieur de grand gabarit, et l'article est court d'abord et facile à lire. Oui, donc allez jeter un coup d'œil sur pose des questions, et c'est la raison pour laquelle tu nous en parles. Ça pose des questions, pas nécessairement toutes les réponses tout de suite, c'est pas nécessaire d'ailleurs de les avoir tout de suite, mais c'est bien de se les poser quand même. Benoît, je suis sûr que Benoît pense un truc. Alors, j'ai pas lu l'article. Je dois dire qu'avec la description que c'est bon fait, j'ai très envie d'aller donner mon email à l'économiste et d'aller le lire. Oui, c'est ça. Pour le coup, là, il n'y a aucune raison de ne pas donner son email. Non, des fois, on s'enregistre pour des couillonnades. Là, pour un truc intelligent, ça vaut quand même le coup de passer par là. En tout cas, allez lire l'article. On vous a mis le lien, comme on le fait toujours, et la vidéo aussi, tant qu'à faire. Comme ça, vous pourrez entendre le monsieur parler. N'hésitez pas à nous en dire ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il y a moyen d'en parler partant de ce point de départ-là, de rester, de faire tout l'épisode là-dessus. Hein. Je sens que c'est tout à fait possible, mais on va pas le faire. Pas là, parce que c'est pas comme ça qu'on fait les technos. Voilà, c'est comme ça. On était à la lettre I comme Intel, Benoît. Intel qui va proposer une architecture simplifiée. Voilà, tout à fait. En fait, l'architecture actuelle des processeurs Intel, le x86, date de 45 ans. C'est pas tout jeune, puisque le 8086 a été introduit en 1978 ou 1978, selon que vous écoutez d'un côté ou de l'autre du Kérin. Et en fait, donc, c'est pas une architecture toute neuve. Et un processeur Intel, quand il démarre en mode 16 bits, parce que c'était comme ça que le 8086 démarrait, et puis on le bascule en mode 64 bits. Et en fait, il se fait que depuis 2020, les firmware qu'Intel livre ne sont même plus capables de supporter le fonctionnement en 16 ou en 32 bits. Mais le processeur, lui, il a toujours le démarrage en 16 bits, il est toujours parfaitement compatible avec ses ancêtres. Et Intel se dit, au final, on pourrait peut-être un petit peu simplifier l'architecture, éliminer le support des instructions 16 bits, éliminer certains éléments du support des instructions 32 bits et se concentrer uniquement sur le 64 bits, donc simplifier l'architecture, d'où la proposition d'une architecture x86 pour simplifier. Je vous rassure tout de suite, ça ne veut pas dire que vos applications vont plus tourner, parce que l'idée c'est le Pro démarrera automatiquement 64 bits. Les systèmes d'exploitation qui tournent sur Intel, ça ne nous concerne plus nous, parce qu'on n'est pas sur des machines qui tournent encore sur Intel, mais les systèmes d'exploitation qui tournent sur Intel vont continuer, sont de toute façon livrés uniquement en 64 bits, et vont continuer à être capables d'exécuter nativement des applications de 32 bits, parce que le support du jeu d'instructions de 32 bits nécessaires pour les applications reste complet. Les instructions de 32 bits qui vont être laissées tomber ne servaient qu'à l'OS, donc elles n'ont plus d'utilité. Et elles servaient essentiellement à assurer la protection, mais c'est des modes de protection qu'on n'utilise plus depuis des années. Et le 16 bits, lui, va être complètement éliminé, parce que de toute façon, aujourd'hui, Windows, il n'utilise absolument plus les instructions 16 bits. Pourquoi ? Ça leur permettrait de simplifier leur architecture, donc de sans doute réduire un petit peu les coûts de développement, de maintenance, de tests, etc. Ça leur permettrait aussi peut-être de faire des processeurs un tout petit peu plus petits et un petit peu peut-être moins gourmands en énergie. Voilà, c'est en gros c'est ça. Alors c'est pas quelque chose qui va arriver dans le prochain processeur annoncé, parce que c'est quand même un gros changement, hein. Ça veut dire aussi 45 ans de compatibilité, rétrocompatibilité qu'on arrête. Donc ils le font pas à la légère, ils ont quand même conscience de leur place dans l'industrie. Ce qu'ils ont fait, c'est publier une espèce un white paper, un document à l'intention du reste de l'industrie, en disant voilà nos intentions, voilà ce qu'on pense faire, un appel à commentaires, et puis après l'appel à commentaires, il y aura on pense, si les choses se passent comme l'Intel l'imagine, on pense que l'évolution de l'architecture sera intégrée dans les produits.
Voilà, un calendrier qui va s'ouvrir, quoi. Mais c'est pas pour tout de suite, comme tu le disais. Et pour un bénéfice pour nous utilisateurs, pour un bénéfice qui est relativement rikiki. Oui, c'est parce que nous on est sur Mac, mais les gens qui sont sur PC vont voir la différence. Ils ont un petit peu plus d'autonomie peut-être, ou des procédures un petit peu plus rapides, parce que il faut pas. Non mais il faut pas se leurrer. S'il y a une partie du proc qui est là avec pour supporter les instructions 16 bits qui ne servent à rien, ça veut dire qu'il y a de la consommation électrique, ou il y a de la déperdition de chaleur qui est dégagée pour rien, voilà. Et donc je dis pas que ça va rendre les procs Intel 3 fois plus rapides, on n'est pas en train de parler de ça, mais des petites améliorations dans l'architecture, en éliminant des choses qui ne servent plus à rien, ça allège un petit peu la solution. Ça fait pas de mal. Rendre un petit peu plus efficient. Voilà. Je vois le doigt de Sébastien se lever. Oui, il y a d'autres avantages indirects, c'est que la rétrocompatibilité, ça ralentit l'innovation également. Chaque fois qu'Intel veut innover sur quelque chose, parfois ils peuvent se dire non, on peut pas parce qu'il faut rester compatible avec le vieux bol d'avant. Et donc ça va certainement débloquer des use cases ou des possibilités futures d'évolution qu'ils ne pouvaient pas faire jusque maintenant. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je suis pas pour la rétrocompatibilité éternelle. Microsoft a fait un très bon job aussi pour ça dans Windows. Intel en a fait un très bon, comme Benoît l'a dit, pendant 40 ans. Vraiment, il faut tourner la page, quoi. Parce qu'il y a 40 ans de fragmentation du marché aussi, du coup. De domination du marché, tu veux dire. Et de domination et de fragmentation aussi, du coup, dans le même plan. C'est-à-dire que tu as de tout qui tourne encore aujourd'hui sous différents formats, à différentes vitesses, avec différents processeurs. C'est ça que je veux dire. Tu as des machines qui ont 10, 15 ans, même peut-être plus, et qui fonctionnent encore pour faire certaines tâches. Elles sont pas poussées dans le dos, du coup, à évoluer. On dira que c'est peut-être pas nécessaire, mais en attendant, ça a un coût aussi, cet attentisme. Et en écoutant parler Benoît, je me disais, et j'espère que Intel ou quelqu'un d'autre va continuer quand même de faire des processeurs 16 bits ou 32 bits, parce que pour des tas de petits appareils connectés, low energy, on the edge, machin, etc., ça vaut la peine dans un appareil photo, peut-être encore avoir un processeur 16 bits. Et pas nécessairement 64 bits. Alors, appareil photo, quand Benoît est là, j'aurais peut-être pas dû prendre cet exemple-là, mais pour des petits appareils électroniques, ça peut avoir du sens. Pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'architecture consommateur en puissance de calcul. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'architecture x86 dans les appareils photo non plus. Détrompe-toi, les Canon ont tourné pendant très longtemps sous MS-DOS. Ah oui, d'accord. Okay. Oui, tout à fait. Donc, détrompe-toi. Mais l'exemple que tu dis, c'est très vrai dans le papier, c'est un des éléments qu'ils mettent en avant, c'est le fait qu'il y a un support de pagination historique qui cause des contraintes sur la mise en place d'une nouvelle mode de pagination. Et voilà, c'est un élément sur lequel ils comptent jouer. Ok, on a mis les sources, comme tu le disais, le document d'Intel aussi pour vraiment les plus purs et durs, ceux qui ont vraiment envie d'aller au bout de l'idée. On vous met même ça dans les notes du podcast. On passe directement à la lettre M qui sera multiple d'ailleurs dans cet épisode 403. On commence avec la lettre M comme Meta. Sébastien, Meta, la maison mère de Facebook, je rappelle, pour ceux qui auraient oublié. L'Union européenne met Meta à l'amende, et pas qu'une petite amende, il faut bien le dire. J'avais le choix, soit je mettais I comme Irlande et on restait 3 fois sur le I, soit M comme Meta et on restait 3 fois sur M. Ouais. J'ai choisi le M parce qu'il était en concert pas loin d'ici il y a pas longtemps, et donc voilà. Je vois maintenant qu'ils fronce ses sourcils, quel rapport. Je t'expliquerai après. Je parle de M, le chanteur. Oui, d'accord. Éponyme. Okay. Bon, bref, Meta se prend 1,3 milliard de dollars d'amende par l'Union européenne. C'est l'équivalent de la CNIL, donc la commission de respect de la vie privée qui s'appelle Irish Data Protection Commission, IDPC, en Irlande, qui a été saisie. Pourquoi en Irlande? Parce que c'est là que Meta a son siège pour l'Europe, et qui considère que les transferts de données personnelles des citoyens européens qui sont faits, donc des clients de Facebook, WhatsApp, Instagram et autres, vers les États-Unis ne sont pas conformes au RGPD et aux règles en place en vigueur, et donc il demande à Meta de payer une amende de 1,3 milliard de dollars.
mars, qui pose quelques petits problèmes. D'abord, Meta a fait appel, évidemment, donc c'est pas exécutable là maintenant. Il va probablement y avoir un procès. Et puis, ça met quand même un flou juridique sur qu'est-ce qu'il est possible de transférer ou de pas transférer. Et c'est de ça que je voulais plutôt parler dans cette news que l'amende elle-même, parce que l'amende, je suppose que vous l'avez entendu dans les médias classiques et non technologiques. Ça a fait un peu le tour de toutes les radios, les télés cette semaine. Mais en fait, il faut savoir que dans le contexte du RGPD, une société est extrêmement contrôlée si elle veut transférer des données personnelles de ses clients, donc de nous, citoyens européens, à l'extérieur de l'Union européenne. Donc il y a des règles à respecter. Une d'elles, c'est d'informer le client. L'autre, c'est que le pays vers lequel on transfère ait des systèmes de protection juridique équivalents à ceux de l'Union européenne. Et trois, c'est qu'il y ait un moyen d'interaction, d'interjeter appel et qu'il y ait une commission indépendante qui aille regarder si c'est conforme, si l'usage qu'en est fait en dehors de l'Union européenne est conforme ou pas. Et donc tout ça c'était bien expliqué dans ce qu'on appelait le Privacy Shield il y a quelques années, qui était un accord entre les États-Unis et l'Europe, pour ne parler que de ces deux-là, un accord fait entre l'Europe et les États-Unis. Le problème, c'est que le Privacy Shield a été contesté en justice au niveau de la Cour européenne de justice par certains disent un activiste, d'autres disent un lanceur d'alerte, ça dépend un peu dans quel point de vue on se met. Mais vous avez peut-être entendu parler de monsieur Schrems et de l'arrêt Schrems 1 pour le premier jugement et Schrems 2 pour le deuxième jugement. Schrems étant le nom du monsieur autrichien qui s'est lancé là-dedans et qui a donné raison à monsieur Schrems. La Cour européenne a donné raison en disant le Privacy Shield n'est pas conforme au RGPD et donc n'est pas valable. Donc les entreprises ne peuvent pas transférer des données vers les États-Unis. Ce qui pose problème parce que quand vous utilisez Google Analytics dans une application pour analyser ce qu'un client fait dans une application, quand vous utilisez Akamai comme CDN pour accélérer les débits, enfin les temps d'accès à votre site web, quand vous utilisez des systèmes de cloud aux États-Unis, il y a une partie des données parfois qui peuvent, ça dépend de vos applications, mais qui peuvent être transférées. Et donc pour rassurer le marché, la Commission européenne a dit c'est pas grave, ok, on reconnaît que la Cour européenne de justice a invalidé le Privacy Shield, mais vous pouvez mettre des clauses contractuelles standards dans vos contrats. Donc vous savez les trucs qu'on lit jamais quand on dit j'accepte et voilà. Et la Commission européenne a donné des templates que les sociétés peuvent adopter, peuvent inclure dans leurs contrats, peuvent les modifier un peu pour être conforme au RGPD. C'est ce qu'on appelle les clauses standards contractuelles, les modèles clauses qu'on retrouve à gauche et à droite. Alors j'ai entendu dire que monsieur Schrems, il est pas d'accord avec ces clauses contractuelles non plus. On pourrait avoir plus tard un Schrems 3 auprès de la Cour européenne de justice. C'est pas encore fait, mais il y a des gens qui contestent les clauses contractuelles aussi. Et c'est ce qu'a fait la commission irlandaise notamment en disant les garanties sont pas en place, on considère que c'est illégal par rapport à RGPD et paf, Meta est à l'amende. Mais du coup, ça met un doute sur toute l'activité économique où il y a des transferts de données entre l'Europe et les États-Unis et c'est énorme. C'est pas que Meta et les applications que l'on utilise. Ça peut être des banques qui utilisent Google Analytics au sein de leur application. Ça peut être des tas d'usages relativement innocents parfois. Qui sont là maintenant sous un espèce de vide juridique. La Commission nous dit que les standards, les modèles clauses, les standards modèles clauses sont bonnes, mais il y a quand même Meta qui est à l'amende. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On est un peu dans un entre-deux. Donc, c'est pas bon pour le business et la Commission européenne le sait et travaille là-dessus. L'année passée, ils ont mis en place avec les États-Unis un accord contractuel pour une nouvelle génération du Privacy Shield. On appelle ça le Data Privacy Framework, qui a été lancé au mois de mars 2022, qui a été accepté par Biden, signé par Biden et j'ai oublié son nom, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, en octobre ou novembre 2022. Donc c'est tout récent, hein, c'est fin de l'année passée. Excusez-moi. Qui globalement met un nouveau cadre contractuel pour le transfert des données entre l'Europe et les États-Unis, qui serait conforme, qui adresse les points de friction du jugement Schrems 2. Et globalement, je suis pas juriste, hein, donc je vais pas rentrer dans tous les détails, mais ils disent quoi ? Ils disent les États-Unis vont modifier leurs droits pour mettre quelques règles de sécurité pour que les agences de sécurité n'aillent pas
pêcher les données des Européens en dehors de tout contexte. Donc ça sera dans des contextes extrêmement stricts comme l'atteinte à la sécurité nationale, donc les cas terroristes par exemple, et mettre en place ce mécanisme d'appel, donc une cour indépendante d'un gouvernement qui peut prendre en charge des plaintes. Et je vous ai mis le texte de l'Union européenne avec les questions-réponses. Il est très clair, c'est pas un test pour juristes. Il suffit de lire et c'est assez compréhensible. Donc ils expliquent ce mécanisme de recours qui va être mis en place. C'est un framework. Pour le moment, il est signé des deux côtés. Il doit encore être validé par une commission de juristes de la Commission, et puis être voté au Parlement européen, et puis traduit dans le droit national. Donc, c'est pas pour demain, mais ils y travaillent. Voilà. C'est un sujet bien complet, bien complexe aussi, par ailleurs. Le RGPD a 5 ans. On enregistre le 25, on est le 25 mai. Le RGPD a 5 ans aujourd'hui même. Oui, c'est aujourd'hui. C'est un bon anniversaire. Voilà. Et il en a énervé du monde. En 5 ans, il a vraiment tourné en bourrique tout le monde. Je ne sais pas si Benoît avait un truc à rajouter par rapport à ce sujet un petit peu touffu. T'as coupé ton micro, je pense. Ou c'est moi qui ai coupé ton micro. Non, c'est moi qui je cherche ma souris. Voilà, pardon. Oh, tu me coupes, dis donc, c'est quoi ça ? Il y avait un bruit. Bon, je vais faire court. Le RGPD lui-même est assez critiqué, même si l'intention est bonne. Je lisais encore hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, un article disant qu'en fait, ça crée un avantage concurrentiel pour des grandes structures comme Meta, par exemple, qui sont les rares entreprises qui ont les moyens de se payer les juristes et les lobbyistes qui sont capables d'intégrer de façon correcte les aspects de réglementation, d'aller contester des décisions en justice, etc. Et de payer les amendes. Et de payer les amendes. Et donc, et ça entraîne comme effet que, de la part de ces grandes entreprises, elles peuvent se permettre de continuer à aller pomper des données, là où d'autres entreprises de plus petite taille ne peuvent tout simplement pas prendre le risque. Voilà, tout est dit. Je propose qu'on passe à la suite, parce que la suite... On va parler de M. M comme méta, c'est pas une faute. C'est Benoît voulait son méta à lui. Voilà. Méta inspiré par Mastodon, le réseau social décentralisé, dont on a déjà parlé ici chez les Technos. Tout à fait. Et donc en fait, Meta, donc l'ancien Facebook, va lancer apparemment une nouvelle application, un nouveau réseau social qu'ils appellent pour le moment P92 P92, Barcelona. C'est pas le nom final. Et en fait, l'idée c'est d'avoir un réseau social qui vise à concurrencer Twitter. Puisque Twitter en ce moment, c'est pas. Il y a quand même eu un certain nombre de points. Je sais pas si vous avez vu hier, il y avait le candidat, le type qui se bat avec Mickey là. DeSantis, qui voulait faire son annonce sur Twitter et ça laguait, c'était. Bref. Donc, Twitter va pas super bien, mais Meta s'est dit tiens, c'est l'occasion de relancer un réseau social construit autour du texte. Donc avec des textes courts, 500 caractères, la possibilité de mettre une photo, la possibilité de mettre une petite vidéo. Et ils sont assez malins sur le concept. Donc c'est une application séparée de leurs applications existantes. C'est pas une application WhatsApp, c'est pas une application Messenger, c'est pas une application Instagram. Mais ils veulent quand même. Ils savent que lancer un réseau social aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible parce qu'il y a un problème d'obtenir la masse critique. C'est le problème de Mastodonte. Quand Twitter quand Musk est arrivé sur Twitter, on est plein à être allé sur Mastodonte. Moi, j'y suis resté parce que j'aime vraiment pas Musk, mais beaucoup de gens sont repartis sur Twitter parce que tout simplement, il n'y a pas la masse critique. Et donc, ils sont malins. Ils se disent, mais en fait, on a déjà des réseaux sociaux. Donc, leur idée, c'est de l'interfacer avec Instagram. Donc, ton compte Instagram fonctionnera également sur le nouveau réseau social. Tes followers vont être informés du fait que maintenant pas tweet, mais sans doute pas Barcelona, mais que t'es là-dessus, quoi. Oui, ça. Une forme de transfert voilà, pour ceux qui seraient fatigués d'Instagram, qui sont plus dans le texte que dans l'image. C'est ça qui est malin. Oui, c'est ça. Instagram, c'est des photos. Oui, et donc là, le texte, c'est vraiment très complémentaire.
Ouais. C'est super malin comme truc. Il va falloir voir quel est le niveau d'adhésion du public, sachant que le public est quand même assez réfractaire aux outils proposés par Zuckerberg, de plus en plus, que ce soit Facebook, Instagram. Il commence à y avoir quand même un espèce de rejet. Pas de tout le monde, hein, on est d'accord, c'est vraiment minime, mais c'est là où ils sont encore plus malins, c'est que dans les versions proto en tout cas, ils intègrent leur réseau dans le fait divers. Donc tu peux dialoguer avec une instance Mastodon via leur nouveau réseau. Fait divers, c'est justement cette décentralisation, voilà. Exactement. Mais qui réunit tout le monde en fait, quelque part. Il serait la plus grosse instance, sans doute. Ce qui serait plutôt malin et ferait une courbe rentrante entre guillemets pour aller justement aller chercher ceux qui cherchent de la décentralisation. Donc on imagine qu'il y aurait des comme dans Mastodon, des thématiques, des serveurs thématisés ou des communautés qui se retrouvent dans le fait divers par le biais de leurs instances. On peut imaginer ça aussi. C'était un peu ce qu'avait imaginé l'ancien patron de Twitter, enfin le créateur de Twitter à un moment donné. Hein. On n'a toujours pas vu la couleur de ce qu'il avait proposé à l'époque, mais c'était un peu ça. L'envie est là, en tout cas. Qu'en pense Sébastien? Ça s'appelle Blue Sky, c'est Jack Dorsey, l'ancien créateur de Twitter, enfin le créateur de Twitter, l'ancien propriétaire, mais le créateur. Et j'attends toujours qu'il m'écrive. J'ai eu un code d'accès cette semaine, donc j'ai commencé à jouer avec Blue Sky cette semaine. C'est un peu vide. Je suis pas là. J'ai mes collègues immédiats, je les suis, ils me suivent, hein, voilà. Ouais. On s'est suivi. C'est bon. Et l'interface graphique ressemble à Twitter. C'est Twitter. Oui, c'est ça. C'est Twitter, comme il était il y a quelques années. On en avait parlé, Benoît, je pense. C'est vrai que toi, qu'on en avait parlé un peu en off, je sais plus. On avait dit, Mastodon ne peut pas exister parce que c'est pas Twitter et ça ressemble trop à Twitter sans être Twitter. Et donc, du coup, ça ne répondra jamais aux besoins des gens qui ont quitté Twitter. Et donc, l'adhésion va être difficile aussi de ce côté-là. Et c'est vrai avec beaucoup de nouveaux réseaux sociaux. On l'a vu avec Google Plus à l'époque. Hein. C'était le réseau de trop, on l'appelait. Alors, Mastodon implémente. Pas les deux en même temps, Benoît. C'est un Benoît que j'interpelle. Je disais juste, c'est très difficile de le lancer parce que tu dois avoir une masse critique et c'est le côté malin de s'appuyer sur Instagram. Quand même, une différence par rapport à Mastodon dans leur solution, c'est qu'il y aura bien un algorithme qui poussera je ne sais pas comment on va les appeler, mais les messages qui peuvent leur permettre de vendre de la pub derrière. Hein. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc il y aura aussi... Oui, forcément, on est chez Meta. Ouais, je la tête. Voyons, il y aura des algorithmes, il y aura des... Voilà. Tu voulais dire quoi, Seb? Puis on passe à la... Oui, je voulais dire... Désolé, j'ai commencé un peu trop tôt, mais je voulais dire que Mastodon implémente je ne sais pas si c'est le protocole, enfin, on fait partie de quelque chose qu'on appelle le fait divers, une espèce de fédération de réseaux sociaux. Il n'y a pas que Mastodon, il y en a 5-6 au moins dans cette galaxie-là. Et il y avait des articles cette semaine qui se demandaient quid si Meta rejoint le fait divers. Est-ce qu'on les laisse rentrer? Est-ce qu'on les laisse partager ce contenu des autres réseaux sociaux. Tout un débat autour du fait divers aussi, parce que de Mastodon, puisque chaque entité est gérée un petit peu à ses propres règles, donc c'est pas très lisible pour les utilisateurs non plus, parce que tu publies quelque chose, mais qui peut être lu par quelqu'un qui est dans une autre sphère, mais qui a pas les mêmes règles, etc. Enfin, tout ça, ça devient un peu fatigant, et je pense qu'un réseau social... ce qui fait un réseau social avec de l'adhésion, avec de l'envie, c'est justement la simplicité. Et ça, c'est ce qu'avait Twitter au début. Hein. C'était, on parlait de microblogging, rappelez-vous, au tout début de Twitter, 140 caractères, c'était simple, voilà. Et puis on rajoutait des couches, et c'est beaucoup moins simple, donc beaucoup moins amusant. Donc voilà, on passe à la suite. On est toujours à la lettre M, mais cette fois comme Microsoft. Sébastien, on va parler de Microsoft qui ajoute, un peu comme Google l'a fait il n'y a pas tellement longtemps lors de la Google I.O., de l'intelligence artificielle à tous les étages. Oui, c'était la conférence Microsoft Build cette semaine, qui est une conférence technique de Microsoft, où ils annoncent des nouveaux services, et s'il y avait 2 lettres à retenir de toute la conférence, c'était I et A. Comme IA, intelligence artificielle, ou AI, AI en anglais. 2 choses que j'ai particulièrement retenues. Bon, évidemment, il y a le titre, ils mettent de l'AI partout, etc. Il y a 2 choses assez intelligentes. La première, c'est ce concept de plugin qui est apparu dans ChatGPT il y a quelques semaines déjà. Donc, en plus de son
de son knowledge, de sa connaissance apprise par l'entraînement des modèles. ChatGPT a maintenant ce concept de plugin. Donc, vous pouvez écrire un plugin qui lui permet d'aller chercher un complément d'information en temps réel au moment où il répond à votre question, d'aller interroger un autre service pour avoir plus d'informations. Et donc, pour fournir des réponses qui sont plus pertinentes finalement pour certains domaines d'utilisation. Microsoft étend ce concept de plugin et va l'inclure également à Copilot. Alors Copilot, si vous écrivez du code, vous avez déjà entendu parler, je crois qu'on en a déjà parlé dans les technos aussi, c'est un système d'IA générative également qui assiste les développeurs pendant qu'ils écrivent du code. Le système va leur suggérer des lignes de code qu'il a apprises, qu'il a découvert ailleurs, qui permettent d'écrire du code plus rapidement ou en tout cas de se mettre dans la bonne direction plus rapidement. Ça, ils savent faire chez Microsoft, intégrer des lignes de code qu'ils ont appris ailleurs. Ce principe de Copilot, ils vont le mettre partout. Ils vont mettre Copilot dans Dynamics. Dynamics, c'est le CRM de Microsoft. Dans Microsoft 365, ça veut dire que quand vous rédigerez votre CV, un mail d'invitation à une fête de voisinage ou un mail pour vos collègues, vous aurez l'assistance de Copilot dans Microsoft 365 aussi et dans d'autres plateformes. Et ils vont créer une interface commune entre les plugins ChatGPT, Bing, qui utilise ChatGPT aussi, enfin qui utilise des modèles dérivés, des modèles générationnels similaires à ChatGPT, c'est pas ChatGPT, mais donc dans Copilot, dans Bing et dans ChatGPT, on aura la même interface de plugin. Ça veut dire que moi, en tant que développeur, je peux écrire un plugin sur mon use case particulier avec mon domaine de connaissances particulier et injecter ce plugin à la fois dans ChatGPT, dans Bing, le moteur de recherche, et dans Copilot. C'est très malin parce que ça permet d'étendre l'accès à l'information pour ces trois systèmes qui a priori sont déconnectés et qui là pourront avoir une base commune derrière. Donc des plugins dans Copilot avec une interface commune avec Bing. Et l'autre chose qui a retenu mon attention, je l'ai regardé cet après-midi, c'est une conférence de 45 minutes d'un data scientist, chief scientist quelque chose chez OpenAI, qui explique comment on entraîne les modèles LLM, donc Large Language Model. Et je pense vous avoir mis aussi, oui, c'est le dernier lien, le troisième des trois liens que je vous ai mis dans les notes du podcast. C'est une conférence de 45 minutes qui explique comment on entraîne les modèles. Et le monsieur donne des chiffres qui sont mais simplement hallucinants. Parce qu'on disait tous, oui, il ingurgite de larges quantités de texte, etc. Et puis après, c'est un algorithme statistique qui prédit pour chaque mot quel est le mot suivant qu'il faut donner pour que l'ensemble ait ait un semblant de signification. C'est un poil plus compliqué que ça. Et c'est sur des volumes qu'on n'a pas idée. Donc en gros, il y a 4 phases de training. Le premier, c'est le pré-training. C'est un training générique où effectivement, c'est ce qu'on dit, ils ingurgitent d'énormes volumes. Donc c'est Wikipédia, c'est GitHub, c'est le corpus, je sais plus quoi, qui vient de Meta. Enfin, c'est des trillions. Donc on a déjà eu ce débat, des trillions, des milliers de milliards de mots, pas nécessairement de la bonne qualité, c'est pas filtré, c'est des ensembles de livres qui viennent de Google, etc., mais extrêmement grands. Pour entraîner ce modèle, ce sont des mois de calcul, donc des machines qui travaillent pendant plusieurs mois non-stop avec des milliers de GPU. Si vous comptez un GPU par machine, je pense pas que je dis trop de conneries en disant ça, ça veut dire des clusters de milliers de machines qui travaillent pendant des mois. Coût d'entraînement, c'est en millions. D'accord ? Et ça, c'est le modèle de base. Et puis, ce modèle de base, on va lui faire encore passer 3 étapes. Une étape, c'est ce qu'ils appellent le supervised fine-tuning. Donc là, ce sont des gens qui vont rajouter des questions-réponses idéales écrites à la main par des humains. Donc, faible quantité, mais de bonne qualité. Typiquement, entre 10 000 et 100 000 dialogues comme ça qui sont rajoutés pour générer à partir de ce premier modèle, avec ces inputs-là, un deuxième modèle qu'on appelle donc le SFT modèle, le Supervised Fine-Tuning Model. Là, on parle d'une centaine de GPU pendant quelques jours. Et puis ce modèle-là, on va l'améliorer avec un système de récompense. Donc là, de nouveau, ce sont des comparaisons entre des réponses du système et des réponses telles qu'elles auraient dû être, et avec un système de points, de ranking qui dit ça, c'est une meilleure réponse que celle-là. De nouveau, pas beaucoup de quantité, mais grande qualité d'information. Donc, pas beaucoup de quantité, c'est quoi, entre 100 000 et 1 million de comparaisons comme ça qui sont générées de nouveau par des humains. Et on refait tourner le truc. Là, c'est une centaine de GPU aussi en quelques jours, simplement, quelques jours de training. Et puis, il y a une 4e et dernière phase qui est le reinforcement learning, où là, de nouveau, on réinjecte toute une série de tokens, donc des mots,
de très bonne qualité, mais en faible quantité, des prompts écrits à la main par des humains, de nouveau dans le range entre 10 000 et 100 000. Et on refait tourner le bidule pendant quelques jours sur une centaine de GPU, et ça donne enfin le modèle, et c'est comme ça que GPT-3 a été créé, que GPT-4 a été créé. Alors, ils donnent pas beaucoup de détails sur GPT-4, ils sont très discrets. Ils parlent de LAM aussi, LLAM, qui est le Large Language Model généré par Facebook, proposé par Facebook, et qui suit les mêmes phases d'entraînement. Si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, allez regarder ce talk, waouh. C'est passionnant. Évidemment, on peut pas s'empêcher de penser que tous ces processeurs consomment énormément. Et quand on se rappelle tout le foin qu'on a fait, le foin peut-être à juste titre, sur les gens, enfin sur le minage des bitcoins ou des crypto-monnaies de manière générale, et que ici personne ne semble s'indigner. J'ai l'impression du même problème, mais qui dans un autre contexte. Voilà, c'est juste une parenthèse que je voulais ouvrir et aussitôt refermer, sauf si vous voulez vous exprimer sur le sujet, Benoît ou Sébastien, ou vous qui nous écoutez dans les commentaires, n'hésitez pas à vous lancer. C'est fait pour ça aussi, les commentaires. Benoît, tu avais peut-être quand même un truc à rajouter par rapport à la news en elle-même. Non, c'est encore une fois, je pense que Seb nous a déniché un truc super intéressant, et vivement qu'on termine cette émission, que je puisse aller me l'écouter. Oui, c'est ça. En fait, on aurait dû rester sur un seul sujet, parce qu'on n'a pas le temps. C'est embêtant avec ces chroniqueurs qui font des bons sujets. C'est très embêtant. C'est terrible. P comme pellicule, ça revient tout doucement. Il y a un retour, comme il y a un retour au vinyle quand on parle musique, il y a un retour aux pellicules manifestement lancé par Pentax avec le Pentax Film Projects. Oui, alors c'est pas Pentax qui lance le retour de la pellicule, c'est plutôt les plus jeunes qui n'ont pas connu oui, c'est ça, pourquoi on a voulu passer au numérique, et qui donc trouvent avec beaucoup de nostalgie, beaucoup de plaisir, c'est comment dire, le film argentique, le vieux film. Et à côté de ça, vous avez Pentax qui est quand même vachement en difficulté parce que c'est une marque qui a complètement loupé le passage au numérique. Pas faute d'avoir essayé. Pentax a eu des propositions qui étaient vraiment innovantes. Je pense au Pentax Q, par exemple, qui était un micro petit appareil avec des objectifs interchangeables. C'était mignon comme tout, c'était amusant comme tout. Chaque fois que j'avais l'occasion de le voir et de jouer avec, je trouvais ça génial, mais j'aurais jamais acheté ça parce que c'était quand même un peu trop gadget, et c'est un peu le problème. Donc ils avaient aussi sorti je pense que ça s'appelait le K01, qui était un appareil très design, complètement repensé, qui ne ressemblait pas à un appareil photo. Ça c'est aussi vautré parce que ça ressemblait pas à un appareil photo. Donc ils ont essayé, ils sont plutôt plantés. Les autres marques Nikon, Canon et Sony ont pris le marché, et puis voilà, Pentax il est derrière, et du coup, ils cherchent un marché, et ils ont une idée qui est pas bête du tout, c'est pourquoi ne pas relancer un appareil photo argentique. Parce que les gens qui se mettent aujourd'hui à l'argentique, ils ont le choix entre des produits qui sont vraiment pas bons, c'est ce que vend Lomo, par exemple. Alors le produit est amusant, tout ce qu'on veut, mais c'est pas c'est des appareils qu'on vendait comme étant des jouets il y a 30 ans, c'était des trucs qu'on donnait dans les foires, hyper simple, une optique toute simple, une boîte noire, qui font des ou artistiques, ça dépend. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc soit des appareils anciens d'occasion, des produits de bonne qualité, mais qui commencent à se faire vieux, qui commencent à avoir les problèmes d'entretien, etc. Et donc, en final, Pentax s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne relancerait pas un appareil numérique avec notre savoir-faire ? Ils ont annoncé ça en décembre, ils viennent de ressortir un teasing, clairement l'appareil va sortir, enfin ils l'annoncent, ce sera un compact, ce ne sera pas un appareil objectif interchangeable, en tout cas dans un premier temps, et c'est super malin. Si ils arrivent à trouver leur marché, pourquoi ? Il y a quelques années, il y a un petit groupe de designers, je pense que c'était à Londres, qui s'est dit on va fabriquer un réflexe. Et ils ont fait une campagne de crowdfunding, ils ont levé du pognon, et ils ont rien fait. Ils ont rien fait parce qu'en fait, c'est super compliqué de fabriquer un réflexe. Ça demande des investissements extrêmement importants dans de la mécanique de précision. Donc, c'est des choses où il faut beaucoup d'expérience et il faut beaucoup d'argent pour concevoir des mécanismes de qualité. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui sait comment on fait, et il n'y a pas le marché qui soutient la recherche.
Le bitonio qui permet d'avancer la pellicule, par exemple, ça paraît con comme ça, mais parce qu'on l'a tous eu en main, il n'y a plus le savoir-faire, on n'a plus les gens qui savent faire ce genre de truc ou penser ce genre de truc. Effectivement. C'est juste magique de se dire qu'il va falloir se remettre devant la planche à dessin pour réimaginer cet outil. C'est fou. Non, c'est ça qui est malin. On ne sait pas le réimaginer. Il n'y a pas le marché suffisant pour supporter le développement de ça. Donc on ne sait pas le réimaginer. Donc si tu veux lancer demain un appareil numérique, tu ne sais pas le réimaginer. Et c'est l'intérêt d'une marque comme Pentax. Ils ont les modèles. Ils ont toujours les plans. Oui, c'est Donc vrai. qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont ressortir les vieux plans. Ils les ont sortis, ils les ont numérisés. Ils ont essayé de les comprendre. Ils ont appelé les anciens ingénieurs de leur retraite parce que clairement, ils ne comprenaient pas tout. Et à partir de là, ils savent remettre en place effectivement le système d'avancée, l'obturateur mécanique, etc., etc. Ils ont accès à tout ça, toute cette R&D qui a été financée à l'époque où ils vendaient des appareils en quantité et qui leur permettait de payer la R&D. Et aujourd'hui, ils peuvent capitaliser sur ça. Et donc, je pense qu'ils vont sortir un bon boîtier. Et je pense que les gens qui aujourd'hui découvrent l'argentique et ont envie, c'est tout à fait naturel d'avoir un boîtier moderne, neuf, je veux dire, en bon état, qui ne doit pas être entretenu et soigné comme certains appareils d'occasion. Je pense qu'il y a un marché. Est-ce que le marché est suffisant pour permettre à Pentax de tenir ? J'en sais rien. Mais je l'espère, parce que c'est une chouette marque, Pentax. Ça va être cher, à mon avis. Ça va vraiment être pour un public averti, non ? Je pense pas. Pentax a toujours été. C'est pas les cas. Hein. C'est pas les cas. Hein. Non, je sais bien. Pentax a toujours été une marque abordable. Oui, c'est vrai. Mais ce sera pas 100 €, ça on est d'accord. Ce sera pas Fujifilm, ça on est d'accord. Mais je pense pas que ce sera. Pentax appartient à qui ? C'est pas Ricoh, hein, c'est ça. Ricoh. Donc Ricoh qui était connu pour les pellicules aussi, hein, je pense qu'ils ont vendu de la pellicule. Voilà. Mais c'est passionnant en tout cas. La démarche est intéressante. On va voir ce qui va sortir, quoi. C'est parce que j'avais pris l'analogie avec le vinyle. C'est au-delà de ça parce que des platines vinyles, on en a continué à en vendre, ne serait-ce que pour certains domaines comme les disjockeys, etc. Donc il y a toujours des bonnes vieilles et celles d'Oussan de chez Technics, elles sont toujours commercialisées. Il y a toujours de nouvelles versions qui sortent et c'est pas la seule marque qui en fait. Et donc on n'a rien perdu de l'expertise, on va dire, de ces machins-là. Par contre, sur l'appareil photo, on a peut-être jeté un peu vite avec le bébé, avec l'eau du bain, en disant bon, on va passer au numérique. Sur l'histoire de ce petit levier justement qui permet d'avancer de photo en photo. Aujourd'hui, tu mets ça, tu t'appelles un ingénieur, il va te chercher un truc avec un petit moteur, avec de l'électronique pour faire avancer le truc. Hein. Il va pas commencer à chipoter avec de la mécanique. Quoi. Passionnant, je trouve ça passionnant. Qu'en pense J'espère qu'il y aura un marché suffisant parce que comme ils seront les derniers à en fabriquer. Oui, en plus, sûrement. Oui. Et puis, si c'est compatible avec les optiques de l'époque. Parce qu'il y a non, c'est un compact, hein. C'est pas objectif. C'est vrai, t'as raison. J'extrapole déjà, je suis tout foufou. Je ne sais pas si Seb avait un truc à rajouter par rapport à... Non, rien de spécial. Rien de spécial. Je suis devenu auditeur du podcast pendant... Voilà, t'iras lire et écouter les vidéos qu'on a mis, parce qu'il y a tout le processus est repris en vidéo, étape par étape, des vidéos très courtes, hein, mais qui permet de rentrer un peu dans le concept, c'est assez bien foutu. On passe à la lettre S, comme Space Top, Sébastien. C'est un peu particulier. On a fait disparaître l'écran dans l'ordinateur. L'écran dans l'ordinateur. Aujourd'hui, un ordinateur, c'est un ordinateur, on s'entend, portable. Et un ordinateur avec un portable sans écran, est-ce que c'est encore un ordinateur portable ? Tu vois, c'est un clavier portable. C'est un clavier c'est quoi ce truc en fait ? C'est Gérard Majax, rien dans les mains, rien dans les poches, regardez, je n'ai même pas de manche, et hop, il est plus là. Non, merci à Aurélien qui a partagé cette news dans notre fil d'actualité. D'ailleurs, si vous êtes abonné sur les réseaux sociaux, Twitter, Mastodon et autres, vous voyez les news qu'on se partage entre nous tout au long de la semaine. C'est une start-up qui s'appelle Spacetop, qui fait disparaître l'écran. On a tous vu ces films
je crois que c'était Minority Report le premier, mais il y a eu Avatar, il y a eu Matrix, où quand les gens se retrouvent autour d'un écran d'ordinateur, il y a plus d'écran, il y a une image en espèce d'hologramme qui est projetée devant nous et on peut la bouger en faisant des mouvements, etc. Et ben ils ont fait ça, mais ils ont fait ça avec des lunettes pour le moment. Donc c'est quoi? C'est un laptop qui vaut à peu près 2000 €, qui n'a pas d'écran, donc c'est un clavier finalement et un repose-lunettes au bout du clavier. Et on prend les lunettes, ce sont des lunettes en réalité augmentée, donc on peut voir le décor réel devant nous à travers ces lunettes, mais ils vont projeter sur ces lunettes les fenêtres des applications qu'on utilise sur le laptop avec une résolution HD. Excusez-moi, je suis un peu malade aujourd'hui, avec une résolution HD dans chaque œil. Alors je sais pas si ça s'additionne ou si ça se combine, je suis pas spécialiste en optique, mais donc on a une résolution 1920 sur 1080 pour afficher du contenu qui s'affiche donc devant nous. On le manipule toujours à la souris, on n'a pas encore les gestes devant nous, mais effectivement, il n'y a plus d'écran. Alors, je suis un peu sceptique quand même sur la qualité de l'image, la résolution qu'on va avoir, la précision. Moi, j'aime bien avoir des textes extra script extra crisp, c'est pas facile à prononcer, sur un écran de laptop. Est-ce que ça sera la même chose avec ces lunettes-là? Mais c'est vrai que le rendu final dans la vidéo promotionnelle, allez la voir sur le site de Spacetop, ça fait un peu science-fiction, ça fait un peu Minority Report pour la partie ordinateur. Ouais. Attention, c'est pas un ARM, un machin, c'est un truc à base d'Android, c'est pas vraiment un OS, c'est pas gentil de dire ça. C'est pas Windows ou c'est pas un Google Chrome que vous allez avoir. Oui, c'est pas macOS, c'est pas l'OS typique. Oui. Ça se rapproche plus à l'expérience utilisateur que vous aurez d'un téléphone ou d'un smartphone très puissant ou d'une tablette que d'un vrai laptop pour le moment. Moi, je trouve que l'argument, en regardant la vidéo promotionnelle qui est assez bien faite, juste à l'instant, l'argument de dire, quelque part, ça te permet d'avoir un écran multiple, sans l'encombrement d'écran multiple, comme notre camarade, l'autre Sébastien, par exemple, est adepte. Je sais pas combien, il a 8 écrans autour de lui, je sais pas combien il en a, mais il en a un paquet. Il a l'habitude de travailler comme ça, avec, et tout doit être ouvert, toutes les fenêtres doivent être ouvertes et ils doivent tout voir en même temps. Ça, c'est pas portable, c'est transportable à la rigueur si t'as un ami déménageur, mais c'est pas portable. Ici, c'est portable. Et d'ailleurs, l'argument que va entendre un autre chroniqueur qui est adepte de la van live, qui est Thierry, il dira, c'est vrai que finalement, je peux avoir 3-4 écrans sous les yeux dans mon van, vraiment bien installé et ne pas, voilà. Moi, avec la vue que je me paye, je vais avoir du mal parce que j'ai tendance à me rapprocher de l'écran. Et donc, si je me rapproche, l'écran va suivre. Donc, je ne vais pas mieux voir. Donc, j'espère que ça c'est adaptable à ma dioptrie. Voilà, ça c'est mon petit avis à moi. Mais maintenant, Benoît a sûrement une opinion aussi à formuler par rapport à ça. En fait, c'est marrant parce que cet après-midi, j'écoutais une présentation d'étudiants d'université hollandaise qui ont travaillé justement à comment améliorer les systèmes de formation pour les contrôleurs aériens. Et un des problèmes qu'on a, c'est que pour former un contrôleur aérien, il faut un environnement complexe. Il y a plusieurs écrans, il y a qui doivent être dans une disposition bien spécifique, qui changent d'un lieu à l'autre. Et les simulateurs, du coup, sont aussi techniquement assez complexes et assez encombrants. Et donc, un des problèmes, c'est que les contrôleurs en formation disent « je ne peux pas m'entraîner à la maison ». Parce qu'à la maison, j'ai mon petit écran, j'ai pas mes 5 écrans comme j'ai... je peux même avoir le même soft, le soft de simulation, mais j'ai pas les 5 écrans, ou les 8 écrans, ou les 9 écrans, ou les 20 écrans. Ça coûtait. Et justement, leur propos, c'était de travailler avec des lunettes de réalité virtuelle pour simuler l'environnement avec le grand nombre d'écrans. Et là, je pense qu'on est en plein dans le sujet. Tout à fait. Et c'est comme ça que je le comprends aussi. Et donc, je trouve pas ça ridicule du tout. Tu l'as pas présenté comme si c'était un sujet ridicule. Non, j'ai pas dit ça. Mais... Moi, je trouve que c'est innovant et ça va vers cette vision science-fiction qui sera probablement un jour réalité. C'est une première étape. Je demande à voir. Je pense qu'on en est quand même. Évidemment. Tu parles de science-fiction, vu les choses comment elles évoluent, etc. Je pense qu'on est quand même pas très très loin de ce genre de solution d'un point de vue pratico-pratique. Quand on voit ce qui se fait justement en réalité augmentée, je termine avec ça, mais quand j'avais un petit peu regardé tout ce qui se faisait en réalité augmentée, justement dans l'enseignement
énormément dans l'aéronautique, dans tous ces domaines, dans la construction aussi, où on peut regarder, avoir le plan qui est en vision superposée avec la réalité, par exemple, et des choses comme ça. Ça se fait déjà. Alors tout le monde ne l'utilise pas, c'est pas tous les coins de rue qu'on le fait, mais c'est des produits qui existent déjà et qui sont sur le marché. Il y a quelques semaines dans les technos, vous parliez de cet appareil qui permet de projeter une image dans le creux de la main. Vous étiez un peu moqué de ce truc-là. J'y crois moyen, moi. Mais ça va dans la même veine, c'est projeter une image quelque part en dehors d'un écran traditionnel. Ouais. Il y a une série qui a adopté ce système, j'ai oublié le nom de la série, je crois que c'est sur Netflix, où pour faire des vidéoconférences, ils écartent 2 doigts, pouf, et l'image apparaît entre les 2 doigts. On peut être en rue, etc. Je sais plus comment ça s'appelle, cette série. Ça me reviendra. J'en parlerai dans le bonus. C'était pas dans... je sais plus. C'était pas plutôt sur Prime. C'est pas dans ou sur Prime. Dans Upload, non, c'est pas. Oui, c'est ça. Upload. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. C'était sur Prime. C'était sur Prime. Pardon. Sur Prime. C'est la seule série que Prime. Enfin non. Bon, voilà. C'est bien. Il y aura du coup, on n'en parlera pas dans le bonus, mais c'est pas grave. On parlera de plein d'autres choses dans le bonus parce que le bonus, c'est ce qui arrive après l'épisode, puisque l'épisode ici s'achève. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté une fois de plus un épisode des Technos. On se retrouvera bien entendu pour le prochain épisode, l'épisode 104, avec sans doute d'autres chroniqueurs, on ose l'imaginer. Merci à Sébastien, merci à Benoît, et puis on se retrouve bien vite pour le bonus 403 du coup. À très bientôt. Où est passé le bouton qui dit au revoir? Il est là. Salut.